Bienvenue dans ce chapitre 5 consacré à la conservation et la préservation des archives. Il s'agit donc bien d'aborder un contexte où cohabitent papier et numérique, et donc on pourrait se dire que finalement tout numérisé réglerait toutes les problématiques liées à la conservation des supports physiques, tant en ce qui concerne l'espace disponible que la détérioration des matériaux. Néanmoins, on le verra, numériser a un coût et génère d'autres problématiques. Donc pour le producteur d'archives, quel est l'intérêt de numériser des documents qu'il doit encore conserver 5 ou 10 ans avant la destruction? Pour un service responsable de la gestion d'archives définitives dont les ressources financières sont très souvent limitées, pourquoi vouloir forcément tout numériser? La question de la conservation et de la préservation des documents d'archives, papier ou numérique, reste donc toujours valable. Donc dans ce chapitre, on va d'abord commencer par s'intéresser aux espaces avant de revenir sur le rangement de notre document d'archives classique, donc c'est-à-dire papier, et ce à quoi il faut être attentif. On prendra ensuite un peu de recul en envisageant la préservation matérielle du fond, un peu comme une discipline à part entière, et puis on parlera de restauration quelques instants. Donc ce chapitre, ce sont des parties indépendantes qui n'ont pas forcément des liens les unes avec les autres, mais qui finalement s'interpénètrent. Donc l'archiviste responsable des archives va devoir développer une politique de conservation qui couvrira des aspects comme les magasins, leur construction, leur entretien, mais aussi la surveillance de l'environnement, les matériaux de conservation, l'identification des documents à restaurer, les règles en salle de lecture, l'établissement de priorité de documents à sauver en cas de sinistre, etc., etc. Il faut savoir qu'on a vraiment commencé à faire attention à la construction des bâtiments et à l'équipement vers le milieu du XXe siècle, et plus récemment, depuis les années 90, on a remplacé quelques règles universelles par des règles plus spécifiques qui sont adaptées à l'environnement, au type de support, etc. Un petit passage donc dans les bâtiments et locaux d'archives. Voici quelques principes qu'il sera important de prendre en compte. Éviter les zones à risque, savoir que faire d'un bâtiment neuf ou d'un bâtiment en rénovation, comment l'adapter à la gestion d'archives, quelles sont les normes de résistance des sols, quels sont les accès qu'on prévoit dans ces bâtiments, quelle est l'affectation des différents lieux du bâtiment, quelles sont l'isolation, la climatisation et la ventilation qui sont prévues, quelle est la sécurisation prévue, le suivi des accès. En fait, ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il est extrêmement important de séparer les différents espaces de conservation et de traitement. On va éviter de mélanger ce qu'on appelle les circuits. Donc les circuits du public, les circuits du document et les circuits du personnel. Ça, c'est un grand principe. Les locaux de conservation vont donc être des magasins. Les locaux de travail seront non ouverts au public. Il peut s'agir de bureaux, de salles de réunion, de salles de traitement, de salles de tri, salles de classement, salles de nettoyage, salles de conditionnement, salles d'élimination, ateliers de restauration et des sanitaires évidemment. Les locaux ouverts au public, on parlera là d'une salle de consultation, de vestiaire, de sanitaire, de salle de conférence, etc. Donc très important, bien séparer les différents circuits publics, documents et personnels. Voilà. Alors au niveau de ce qu'on appelle les gaines techniques, donc c'est tout ce qui concerne l'acheminement de l'électricité, de l'air, mais aussi l'évacuation d'eau, etc. Donc, tout ça est à prévoir dans le bâtiment, est à prendre en compte. Voici un schéma qui vous présente le fonctionnement idéal d'un bâtiment d'archives. Évidemment, la réalité du terrain peut être tout autre et parfois on essaye de faire simplement avec ce qu'on a. Je vous laisse en prendre connaissance. Voici un tableau qui reprend différentes normes et dimensions d'équipement pour un magasin d'archives. Donc là, on vous présente
en termes de salle d'archives, quels sont les éléments à prendre en compte, que ce soit la taille maximale de la salle, en passant par la résistance au sol, le matériel et la dimension qui sont conseillés pour les rayonnages, l'espace à prévoir entre les différents rayonnages, l'éclairage à mettre en place. Et on va donc poursuivre notre analyse du rangement des documents. Alors, la conservation, c'est le rangement dans les magasins du service d'archives à un endroit bien identifié. Et pour conserver les documents en bon état, il faut les ranger dans les locaux et les endroits appropriés. Dans le chapitre précédent, on a déjà évoqué la question du rangement et on a vu qu'il était possible d'envisager cela selon différentes manières. Il y a d'une part le rangement continu, d'autre part le rangement discontinu, le rangement éclaté et enfin le rangement selon le format et le support. Le rangement continu se fait donc au fur et à mesure des versements, ce qui permet de gérer l'espace de manière optimale, mais il faut alors prévoir un instrument de localisation pour situer les différentes adresses physiques des différentes parties d'un fond. Le rangement discontinu, quant à lui, permet de prévoir l'espace entre les fonds et cela permet de rassembler par exemple toutes les archives d'un producteur au même endroit. Le rangement éclaté, c'est par exemple lorsqu'on classe les archives selon le moment où on pourra les éliminer. Cela nécessite de prévoir des délais de conservation de chaque archive. Donc on va plutôt l'envisager pour des archives semi-dynamiques. Et enfin, selon le format et le support, on se base sur les formats des unités de conservation. Donc des archives hors normes devront être rangées dans du mobilier adapté, que ce soit les étagères, les meubles, etc. Enfin, on peut être amené finalement à utiliser plusieurs méthodes en même temps. Donc par exemple, le dernier type de rangement avec un rangement continu, un rangement discontinu ou un rangement éclaté. Alors, en ce qui concerne le conditionnement des archives papier, on a bien entendu la boîte d'archives. Donc c'est un emballage aux dimensions standardisées qui est généralement cartonné et qu'on monte soi-même. Donc il y a plusieurs dimensions, A4 étant la plus répandue, l'épaisseur est standard. Bon, pourquoi est-ce intéressant de standardiser les tailles? Parce que ça permet de prévoir plus précisément l'espace nécessaire dans les rayonnages et le service d'archives va essayer de regrouper les boîtes de même dimension ensemble. Alors, les archives papier se prêtent très bien au conditionnement en boîte d'archives. Maintenant, elles ne vont peut-être pas convenir pour les archives photo, par exemple. Donc ici, on voit le type de boîte standard, carton prédécoupé, livré sous forme de rame, et qu'il faut alors monter les boîtes soi-même. Alors, pourquoi est-ce qu'il est intéressant de conditionner les archives papier dans une boîte? Eh bien, parce que ça va permettre d'éviter certaines nuisances et ça va permettre de faciliter le transport des documents lors de leur consultation. Évidemment, ça permet aussi d'éviter d'abîmer les documents, puisqu'on verra à ne pas évidemment trop remplir ces boîtes d'archives. L'acidité est un gros problème dans le conditionnement des archives papier. Ce problème a été identifié au début du XXe siècle et il entraîne un jaunissement et une détérioration du papier. C'est en raison de la présence d'une molécule qui s'appelle la lignine. Donc aujourd'hui, on va essayer de prendre du papier non acide, mais le taux d'acidité du papier est un élément très important à prendre en compte en matière de conservation. On parle ici de pH, donc le potentiel hydrogène, qui est évalué sur une échelle de 1 à 14, l'idéal étant d'avoir un peu plus qu'un pH neutre. Le pH neutre sur l'échelle c'est 7 et c'est équivalent à l'eau. Un pH plus basique qu'acide est aussi plus intéressant. Et pour info, la sueur, votre sueur a un pH de 3,8 à 6,5. Donc on se rend compte que toute utilisation, tout déplacement des boîtes les attaque. On va donc trouver différents types de boîtes.
et en fonction des coûts qui vont augmenter. Donc on a des boîtes en carton acide qui sont idéalement pour les documents qu'on sait qu'on va devoir conserver que quelques années. On a les cartons non acides, donc ce sont en fait des boîtes avec un pH supérieur à 7, et c'est plutôt celle-là qu'on va utiliser pour la conservation des archives définitives. Alors il y a des normes pour tout ça, des normes qui indiquent en fait l'influence que cela peut avoir au bout de 10 ans, au bout de 30 ans, etc. Alors on a également des boîtes non acides avec réserve alcaline, et donc en fait ce qu'on fait c'est qu'on charge le papier de bicarbonate pour augmenter sa durée de vie en neutralisant l'acidité à laquelle il sera confronté. Donc les conditionnements tels que ceux-là ne sont pas destinés à tenir ad vitam aeternam, et il faudra donc prévoir des opérations de remplacement et donc les coûts. Ça nécessite aussi de conserver tout cela à l'œil de manière régulière. On peut retrouver différents nuisibles lorsqu'on met des archives dans les boîtes. Il y a des nuisibles qu'on peut aisément retirer. Vous en avez ici quelques exemples. Des agrafes, des élastiques, des trombones. Et donc en général ce qu'on fait c'est qu'on utilise des enveloppes, des chemises ou des feuilles non acides qu'on va ajouter pour séparer les documents à l'intérieur si c'est nécessaire. Voici un autre type de document qui est adapté au type de document et à la taille de document, donc c'est clairement un tiroir pour cartes et plans.